Bonjour à tous, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale, podcast diffusé en partenariat avec le site Tony Comedy. On est toujours Anna et Fanny, et aujourd'hui nous inaugurons un nouveau format gros plan. Alors nous sommes toujours toutes les deux, mais au lieu de présenter une œuvre l'une à l'autre, on a choisi une œuvre qu'on connaît toutes les deux très bien, sur laquelle nous allons confronter nos points de vue. Et pour ce premier épisode de ce nouveau format gros plan, on a choisi le film de 77, New York, New York, réalisé par Martin Scorsese, avec Robert De Niro et Liza Minnelli. Alors pour vous résumer le film en quelques mots, si vous avez la chance de ne pas encore l'avoir vu, Jimmy, donc le personnage de Robert De Niro, est un saxophoniste de jazz qui rencontre Francine, incarnée par Liza Minnelli, qui elle est chanteuse. Et en fait, au fil du film, on va suivre leur relation sur plusieurs années, tandis qu'ils essayent tous deux de faire carrière. Alors c'est le 6e film de Scorsese, c'est son premier gros film de studio, après le succès de Taxi Driver, qui a eu la Palme d'Or en 1976, qui est un film qui est devenu culte. C'est aussi sa 3e collaboration avec Robert De Niro. Et le tournage de ce film a visiblement été compliqué et n'a pas été arrangé par la drogue, puisque visiblement Scorsese était accro à la cocaïne à l'époque, et les deux comédiens probablement aussi. Et alors, pour continuer sur les anecdotes de tournage, selon la légende, Scorsese aurait pas mal laissé les acteurs improviser dans pas mal de scènes, et notamment comme il l'a fait sur Taxi Driver. C'est un film qui affiche un budget de 14 millions d'euros, ce qui est pas mal pour l'époque. De dollars. $2, évidemment, nous sommes aux États-Unis. Et donc un film qui engrange des recettes d'environ 16 millions de dollars, donc à peine rentable, donc plutôt une déception pour le studio. Et de façon assez classique pour les grands films hollywoodiens, à la base, il y avait une version originale de 155 minutes, mais 20 minutes ont été enlevées par le studio, en l'occurrence United Artists, quand ils ont vu que ça ne marchait pas auprès du premier public auquel on a pu montrer cette version. Donc encore une histoire comme Star is Born de films raccourcis, de films très longs mais raccourcis au fil des projections tests. Alors pour commencer, on avait envie d'évoquer comment on avait découvert et redécouvert ce film. Alors toi Fanny? Moi, donc c'est un film que j'ai vu quand j'étais adolescente, vraiment au moment où j'ai découvert la comédie musicale hollywoodienne en général, qui a donné lieu à cette passion que nous avons toutes deux. Et que nous partageons avec vous. Qui ne s'est pas défaite des années plus tard. Et là, vraiment, en le revoyant, pour préparer cette émission, j'ai réalisé que je connaissais extrêmement bien la musique, parce que à cette époque ancienne où j'étais adolescente, nous utilisions ce que l'on appelle des compact disques. Et donc j'avais le compact disque de la version originale du film. Et voilà, j'ai beaucoup réécouté les chansons et en fait je me rends compte aujourd'hui que je connais bien plus les chansons que l'intrigue, qui m'avait peu marqué à l'époque. Et surtout, je me suis rendu compte en revoyant le film que je l'avais à l'époque totalement lu comme une comédie musicale hollywoodienne classique. C'est un peu de la même façon que j'ai abordé Tout le monde dit I Love You de Woody Allen, que j'ai vu à peu près à la même époque. Et j'ai vu ce film récent comme s'il s'agissait en fait d'un film classique, puisque moi, à l'époque, je découvrais les deux types de cinéma. Et surtout, dans le cadre de New York, New York, j'ai totalement, mais alors totalement, occulté, passé sous silence, ou peut-être que je ne me suis pas aperçue, du haut de ma naïveté adolescente, tous les aspects problématiques du film, et en particulier le personnage de Robert De Niro, dont on reparlera tout à l'heure. Mais voilà, des situations quand même très très gênantes et problématiques dans ce film ne m'ont absolument pas effleuré à l'époque. Et toi? Ouais, pour moi c'est un peu pareil, donc je l'ai vu aussi assez tôt dans ma formation de fan de comédie musicale. Je l'ai sûrement vu après avoir vu Cabaret, voilà, dans une période Liza Minnelli intense. Mais je m'en souvenais pas très bien. Et effectivement, en le revoyant il y a quelques semaines, moi aussi cette violence de la relation de couple m'a vraiment sauté aux yeux. Donc on va en parler plus longuement après. Et alors peut-être pour commencer, donc le premier aspect qu'on voulait aborder sur le film, eh bien c'est quand même pas un hasard que ce film peut-être a produit de fans de comédie musicale, mais aussi que à l'époque en fait on a vu ce film comme une comédie musicale hollywoodienne classique, parce que clairement le film de Scorsese c'est un hommage à ce genre canonique qu'est la comédie musicale hollywoodienne classique. Alors
Un argument, on va dire, évident, c'est en termes de casting, le choix de Liza Minnelli, c'est évidemment pas un choix innocent. Je vous ne ferai pas l'affront, chers auditeurs, de vous rappeler qu'elle est la fille de Judy Garland et de Vincente Minnelli, deux figures extrêmement liées à la comédie musicale hollywoodienne classique, et donc une actrice à l'époque qui vient de triompher dans Cabaret de 1972. Et de manière plus anecdotique, il y a aussi dans le film la présence de Jack Haley, qui était l'homme de fer-blanc dans Le Magicien d'Oz. Et c'est son dernier rôle au cinéma, c'est un tout petit rôle de maître de cérémonie. Et pour la session un peu people, c'était à l'époque le beau-père de Liza Minnelli, puisqu'elle a été mariée à Jack Haley Jr. de 74 à 79. Un autre élément qui a pu nous faire penser à la comédie musicale hollywoodienne classique, au-delà du casting, c'est sans doute aussi, de manière un peu générale, l'artificialité des décors. Ouais, mais c'était une artificialité qui était revendiquée par Scorsese, qui cherchait à aller un peu vers quelque chose d'opposé au côté brut de ses premiers films. Même si on retrouve la thématique urbaine, l'attachement à la ville de New York, qui est sa ville natale. D'ailleurs, c'est le 4e film qu'il tourne, qui se déroule à New York sur 6, et évidemment pas le dernier. Artificialité des décors qui donc nous fait penser à la comédie musicale hollywoodienne classique, puisqu'une grande partie des films classiques hollywoodiens sont tournés en studio. Exactement. Même les films qui prétendent montrer l'exotisme d'une ville étrangère, je pense à Un Américain à Paris ou La Belle de Moscou, sont des films entièrement tournés en studio, le contre-exemple étant Un jour à New York. Et en termes d'artificialité des décors, moi il y a des plans qui m'ont vraiment fait penser à des tableaux, je pense notamment au tableau de Hopper qui s'appelle New York Movie, un tableau de 1939, un tableau très célèbre qui représente une ouvreuse dans un cinéma, et vraiment le numéro Hollywood Ending m'a tout de suite fait penser à ce tableau. Il y a aussi le choix de faire en fait un film d'époque, donc ça commence après-guerre, ça se passe sur plusieurs années, mais ça commence en 1945, ça commence avec la célébration de la victoire à la fin de la guerre, il me semble, le film. Oui. Donc c'est situé du coup dans la période où ces films auxquels New York veut rendre hommage sont sortis. Et là encore, c'est le premier film de Scorsese qui se déroule pas dans l'époque contemporaine. Et alors cette nostalgie de Scorsese dans ce film n'est sans doute pas forcément un hasard, parce qu'en fait toutes les années 1970 vont marquer le début d'une période nostalgique du cinéma hollywoodien classique, et en particulier de la comédie musicale. Alors déjà, c'est vraiment l'époque où littéralement les studios tombent en ruine, hein. On se souvient d'une grande vente aux enchères de 1970 de la MGM, où il y a pas mal de choses qui ont été vendues, des décors, des costumes de l'époque de l'âge d'or, comme on dit. Mais c'est aussi dans les années 70 que sont sortis les documentaires qui rendent hommage au genre de la comédie musicale, qui sont la série That's Entertainment. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous vous intéressez à la comédie musicale, nous ne saurions que vous recommander. C'est vraiment à voir. En fait, ce sont des collections de clips musicaux, des meilleurs moments, si on peut dire, du best-of de la comédie musicale hollywoodienne classique, présentés par des acteurs plutôt vieillissants qui reviennent sur leurs grandes années. Donc vraiment une nostalgie qui est totalement en phase avec ce qu'on trouve dans New York, New York. Et cet hommage à la comédie musicale hollywoodienne classique, on la voit aussi dans le répertoire des chansons qui sont chantées dans New York, New York. Oui, parce que de nombreuses chansons sont reprises de films hollywoodien classique. On pense à You Are My Lucky Star, qui est entre autres chanté dans Chantons sous la pluie, mais en fait dans d'autres films antérieurs également. On pense à Honeysuckle Rose, qui est un morceau également très connu, qui est notamment chanté par Lena Horne dans La Parade aux Étoiles. On pense à Blue Moon, un grand classique de Rodgers and Hart, ou encore à The Man I Love, un standard de Gershwin, ou Just You, Just Me, là encore un air très connu qui est dans de nombreuses comédies musicales et qui est également aussi repris dans ce film nostalgique qui est Tout le monde dit I Love You. Et outre donc ces classiques, on a des chansons qui ont été écrites pour le film, et notamment la célébrissime chanson titre New York, New York. Et ces chansons, elles ont été écrites par le duo de compositeurs Kander and Ebb, qui sont les compositeurs de Cabaret, de Chicago, et des collaborateurs très fréquents de Liza Minnelli. Il me semble que cet hommage à la comédie musicale hollywoodienne classique est peut-être le plus parlant dans le grand numéro final. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, hein, le grand numéro final, Happy Ending. Alors déjà, par le fait qu'on ait un numéro final, c'est en soi une référence à une tradition de la comédie musicale hollywoodienne classique, hein, depuis les films de Busby Berkeley, où on avait souvent des grands numéros à la fin du film, et surtout jusqu'au classique de la Fred Unit. Avec les ballets finaux.
pense Chantons sous la pluie, Un Américain à Paris. Voilà, tous vont garder le meilleur pour la fin et nous éblouir dans un numéro en Technicolor. Ça rappelle aussi ce grand numéro A Star is Born. Il y a plusieurs points communs avec A Star is Born dans ce film, mais à la fois le côté où elle raconte ses années de galère, ça nous fait penser au numéro Born in a Trunk de Star is Born, qui est aussi donc un spectacle dans le spectacle. Et autre allusion, et donc cette fois vraiment pas déguisée à A Star is Born, c'est le personnage masculin qui souffre d'être Mr. Francis Evans, donc d'être dans l'ombre de la gloire de sa femme. Bon là c'est une référence à la situation du personnage de James Mason dans A Star is Born. Et d'ailleurs, vraiment, en fait, même les histoires des deux films, Star is Born d'un côté et New York de l'autre, peuvent être rapprochées. Donc, comme tu disais tout à l'heure, des films qui ont été un peu charcutés au montage par les studios, etc. Deux films qui restent très longs, très ambitieux, avec des tournages compliqués, et sur les thématiques, comme tu disais, des couples détruits par le show business, etc. Et deux films qui ont été des échecs à leur sortie. Et sur donc cet hommage à la comédie musicale hollywoodienne classique, moi je trouve que le début de cette donc séquence finale Happy Endings fait énormément penser au ballet final de Chantons sous la pluie en fait. Donc on a un personnage qui cherche la gloire et qui convainc les autres de son talent. Et on a un moment un décor minimaliste rouge avec des tables de café. Ça fait extrêmement penser à la séquence où Gene Kelly chante devant tout le monde. Et puis ensuite où après il va danser avec Sid Charisse dans l'espèce de café cette fameuse magnifique stylisée séquence de Broadway Melody. Et dans Hollywood Ending, à un autre moment, moi j'ai trouvé qu'on avait aussi des références, enfin une référence aux hommes préfèrent les blondes avec le numéro Diamonds Are a Girl Best Friend, ou peut-être plus généralement en fait à ce type de numéro où on a une femme, une vamp présentée dans un écrin de chorus boy. Ça peut aussi faire penser au numéro Get Happy, et notamment dans le numéro final de Summer Stock avec Judy Garland. Et notamment, j'ai trouvé dans la façon dont elle fait tomber les boys les uns après les autres sur un temps de la musique, ça m'a fait bien penser à Get Happy. Et alors, le point qu'on avait... le point problématique. Le point problématique qu'on avait omis de voir dans notre jeunesse, mais qu'on souhaitait aujourd'hui, du fait que nous sommes devenues des femmes fortes, indépendantes. Aujourd'hui, le point qu'on souhaite aborder, c'est la question de ce qu'on pourrait pudiquement appeler l'artiste tourmenté, plus connu sous le nom du pervers narcissique totalement abusif. Alors le personnage de Robert De Niro, il faut en parler, c'est totalement l'histoire d'un mec abusif, hein, vraiment on peut se demander Anna, comment est-ce qu'on a pu ne pas voir ça? En tout cas, moi. Hein. Oui, non, mais moi non plus, je l'avais pas vu. Peut-être que je sais pas pourquoi. Peut-être qu'on fait moins attention à ça quand on est plus jeune et qu'on veut être ébloui par des numéros musicaux. C'est et ça. Voilà. Je ne sais pas. Mais ne nous laissons pas éblouir sans pointer du doigt le contenu idéologique problématique. Alors, c'est vrai que le début, finalement, ça peut rappeler. Enfin, moi, ça m'a un peu fait penser à quelque chose du type For Me and My Gal. Il y a sans doute aussi le décorum d'après-guerre qui joue avec ça, mais c'est vrai qu'au début ce Robert De Niro jeune, je me suis dit il a des aspects assez charmants, d'archétype masculin qui se rapprochait un peu de celui de Gene Kelly, c'est-à-dire avec un côté sûr de lui, un peu énervant, mais finalement plus bellâtre que vraiment méchant. Mais en fait, le problème dans New York, c'est que autant dans For Me and My Gal, donc le personnage de Gene Kelly est un peu assuré au début, et après on se rend compte que c'était juste pour amadouer Judy Garland. Exactement. Là, en fait, Robert De Niro, ça reste un gros con. Enfin, son personnage reste un gros con. Du début à la fin, Du début à la fin du film. Et surtout, dès le début, je me suis dit, mais en fait, le mec, il a un vrai problème à comprendre le sens du mot non. Mais clairement, c'est un gros dragueur hyper lourd. À un moment, il l'emmène, genre, il a décidé qu'ils allaient se marier. Donc il emmène Liza Minnelli chez un mec qui peut marier les gens. Et mais genre elle est pas spécialement d'accord, ils en ont pas trop discuté avant. Enfin, c'est vraiment gênant cette scène. Et au début il y a aussi une scène avec un taxi. Je crois qu'il l'a fait rentrer dans un taxi ou je sais plus s'il l'a fait rentrer ou s'il l'empêche de sortir. Mais c'est assez clair que elle veut pas aller ou rentrer dans ce taxi et que pourtant ça lui pose aucun problème. Et en fait, outre le fait qu'il ne respecte pas du tout sa volonté, il a un vrai problème d'insécurité en mode où il n'arrive pas, le pauvre, il n'arrive pas à supporter qu'elle prenne la moindre initiative. Ouais.
au début, c'est quand même elle qui leur sauve la mise parce qu'elle arrive à monter un numéro un peu à la débeauté lorsqu'ils font leur première audition. Et lui, c'est le Vex. Ou pareil, lorsque elle arrive à communiquer avec l'orchestre et à donner 2-3 trucs pour Cette améliorer. scène est terrible, c'est-à-dire qu'elle dit 1, 2, 3, 4 pour les lancer, et lui il dit non, c'est moi qui lead, c'est moi qui donne le départ, enfin, c'est assez glaçant. C'est vraiment gênant. Ça m'a Ouais, quand même beaucoup influencé sur la façon dont j'ai perçu le film aujourd'hui. Oui, moi aussi. Je trouve quand même que le film en a conscience et il excuse pas non plus le comportement du héros. La preuve, ça nous gêne. C'est pas montré comme étant naturel non plus. Donc sa violence, son côté manipulateur sont quand même mis en avant. Même si malgré tout, il y a une forme d'empathie qui lui revient. On est supposé être ému malgré tout par son côté torturé. Perso, ça marche pas trop, mais je crois que c'est quand même un peu le but. Ouais. Parce que Scorsese reste un cinéaste de la masculinité, en fait, avec tout ce que ça implique de violence, de tourment. Et c'est quand même avec le personnage masculin qu'on reste. À la fin, par exemple, c'est lui qu'on suit. Il erre seul dans les rues de New York. On reste avec lui malgré tout. Mais je trouve que le film dessine un parcours assez fort d'émancipation pour le personnage féminin. Et d'ailleurs, Fanny, tu me disais que tu voyez cette émancipation s'exprimer notamment à travers les numéros musicaux. Alors oui, moi ce qui m'a marqué, c'est la façon dont elle évolue au fil du film. Bon, c'est logique, parce qu'on raconte l'histoire de comment elle est devenue une star. Et il m'a semblé que cette évolution du personnage passait de façon privilégiée par ses numéros chantés. Donc c'est logique, puisque Liza Minnelli est une chanteuse. Que ça passait dans les numéros chantés, à la fois dans la façon dont la chanteuse chantait, et aussi dans la façon dont ils étaient filmés. Et je proposais de comparer le numéro The Man I Love, qui est un numéro qui intervient à 1 heure de film, donc à peu près à la moitié du film, et 2 autres numéros qui interviennent à la fin du film, The World Goes Wrong et New York, New York. Alors d'abord The Man I Love, donc c'est un numéro dans lequel le personnage de Francine chante avec l'orchestre, donc on a le personnage de Robert De Niro qui dirige et joue du saxophone dans l'orchestre. Et dans The Man I Love, ce qui m'a choqué, c'est que la façon de chanter de Liza Minnelli, elle m'a semblé vraiment curieuse, au point de produire un contraste entre le son et l'image, parce qu'en fait, elle ouvre quasiment pas la bouche, ce qui est compliqué en fait pour chanter, et surtout pour chanter à plein poumon, comme le veut la chanson, parce que c'est une chanson qui va vraiment crescendo, et à la fin de la chanson, c'est sûr, elle belt, enfin ce fameux chant dont on parle souvent, c'est-à-dire le chant à pleine poitrine, à la fin, c'est sûr, elle chante avec toute sa puissance, et pourtant, elle a la bouche très peu ouverte. Alors, sans doute qu'elle ne chantait pas, à la différence de sa mère, elle ne rechantait pas sur le playback lorsqu'il filmait le numéro, mais ça m'a semblé assez intéressant dans le film, au sens où ça s'y prêtait bien dans le contexte du film, parce que ici elle se libère dans la chanson, on voit qu'elle s'épanouit lorsqu'elle est en représentation, mais par cette absence de chant à gorge déployée, si je puis dire, on comprend qu'elle ne se libère pas complètement, et peut-être on peut l'interpréter comme une métaphore de cette émancipation qui se fera par la chanson, mais au moment où elle arrivera à pleinement se détacher, à pleinement se libérer. Dans ce numéro, on retrouve aussi une mise en scène du regard sur Liza Minnelli, regard de la caméra, regard des personnages masculins du film, un producteur qui la repère, le personnage de Robert De Niro, donc ça c'est des procédés assez classiques en fait d'objectification du personnage féminin qui contribue à la réifier, la transformer en chose et donc la contraindre un peu, la limiter. Et alors la fin de ce numéro m'a semblé vraiment curieuse parce que donc la fin du numéro, c'est quand vraiment elle belte sur les notes finales, sur la phrase finale de la chanson. Mais à ce moment-là, la caméra fait un mouvement circulaire qui fait qu'elle se retrouve de dos, en fait, lorsqu'elle chante. C'est vraiment... là, j'ai trouvé ça aussi hyper violent. Comme si, finalement, on la dépossédait de ce moment de gloire finale de la chanson. Parce qu'à ce moment-là, elle est de dos. Et du coup, qui est-ce qu'on voit à l'écran ? Eh ben, on voit notre Robert De Niro, qui donc est dos au spectateur du film, puisque il est tourné vers l'orchestre. C'est très visuel, donc c'est un peu compliqué à expliquer. Mais donc elle on la voit de dos, et lui, on le voit de face. Comme si ça
illustrer littéralement le fait que à ce moment-là, c'est lui qui la contient, c'est lui qui l'emprisonne, enfin qui lui pose ses limitations. Enfin moi vraiment c'est un plan qui m'a vachement étonnée et marqué et qui me semble assez révélateur de ce qui se passe à ce moment-là pour le personnage. Mais heureusement, il y a d'autres numéros. Voilà, ça évolue. Et au fil du film, elle se libère peu à peu. Et le moment où ça se débloque, je pense que c'est le moment, la chanson The World Goes Wrong. En fait, The World Goes Round. Goes Round, pardon. Il tourne rond, il ne va pas mal. Donc The World Goes Round, c'est la première chanson qu'on la voit chanter quand elle s'est séparée de Jimmy. Et enfin, elle ouvre la bouche parce qu'elle se dit c'est plus facile pour chanter en ouvrant la bouche, et on la voit chanter à plein poumon. Alors ce qui m'a aussi marqué sur ce numéro, je sais pas si ça t'a marqué aussi, c'est la façon dont elle rappelle sa mère sur les manières, les mimiques, sur les façons de chanter, les effets dans la voix, le vibrato, le fait de susurrer certains mots. Enfin, c'est très très frappant sur ces deux chansons. C'était déjà le cas sur The Man I Love, mais aussi sur celle-là. Des fois, on a vraiment des effets une espèce de déjà assez troublant. En fait, c'est un numéro qui est vraiment chouette. Parce que c'est un numéro de libération et aussi parce qu'il est très beau. Ouais, bah moi j'adore ce numéro pour sa simplicité en fait. C'est vraiment, elle est debout dans la cabine d'enregistrement, donc c'est un moment où elle enregistre une chanson parce qu'elle commence sa carrière, etc. Et on est un peu loin, puis la caméra se rapproche, on est plus proche d'elle, et à un moment le noir se fait autour d'elle, comme s'il y avait un projecteur, enfin il y avait techniquement un projecteur braqué sur elle, et le reste du monde autour d'elle disparaît. Ça devient un moment qui est pas du tout réaliste en fait. Le décor autour d'elle cesse d'exister, et du coup ça symbolise aussi cette prise de pouvoir qu'elle a à ce moment-là, de prendre la place dans l'écran, de plus être filmée de dos comme dans la séquence dont tu parlais, enfin voilà, d'être vraiment la reine de l'écran à ce moment-là quoi. Enfin quoi. Enfin, ouais. Et je pense que la transformation finale, c'est sans doute quand elle chante New York, New York, donc chanson qui deviendra iconique aussi pour Liza Minnelli. Et là, vraiment, à la fois dans son allure, enfin dans ses vêtements, dans son style, on retrouve vraiment la Liza Minnelli en concert. Elle est en train de créer son image. C'est ça, vraiment, elle crée son style vocalement et stylistiquement, avec des façons de chanter, là pour le coup, différentes de celles de Judy Garland, avec des accroches un peu dures, des moments presque un peu criés, enfin ce que sa mère ne fait jamais, mais elle a ce côté un peu plus rauque et accentué qui la différencie, on va dire. Et je pense qu'il y a aussi une idée d'évolution chronologique, tout simplement. C'est qu'avant, on était dans les années 40. Quand elle est star, on doit être au moins 15 ans plus tard, parce qu'il y a un enfant qui est déjà... On est peut-être 10 ans plus tard. 10 ans plus tard. Oui, donc la temporalité est pas si grande que ça puisse expliquer la différence du style de Judy Garland à celui de Liza Minnelli, mais quand même ça peut justifier une évolution en tout cas du personnage. Donc voilà, moi cette question de l'évolution dans le chant, j'ai trouvé ça assez marquant dans ce film. Donc New York, New York, une chanson donc constitutive, on l'a dit, du style de Liza Minnelli, mais qui est aussi devenue après ultra célèbre. Qui est devenue ultra célèbre quasiment indépendamment du film dont elle vient. Elle est devenue très célèbre, notamment via une version enregistrée par Frank Sinatra. En fait, la version de Frank Sinatra est maintenant plus connue que la version de Liza Minnelli. Il commence à la chanter en concert en 78. Il a fait quelques modifications dans les paroles, d'ailleurs. Fred Ebb était pas très très fan, parce qu'il y a notamment un passage qui est assez connu dans la version de Sinatra où il dit « Hey number one », machin. Il n'y a pas du tout cette histoire de number one dans la version de Minnelli. Il enregistre la chanson en 79 ensuite pour un album. Et donc ça va être le début du succès pour ce titre, qui en fait qui n'avait même pas été nommé à l'Oscar de la meilleure chanson, et qui pourtant depuis est devenu un énorme classique, un hymne de la ville de New York, qu'on retrouve dans des contextes qui n'ont rien à voir avec le musical ou quoi, qui sont par exemple des événements sportifs. Plein d'équipes sportives new-yorkaises ont comme hymne New York, New York. Facile. Voilà, bah oui, forcément. Et on l'entend dans plein de films, plein de séries. Enfin voilà, c'est une chanson qui a une descendance incroyable. Une autre chose qui nous a marqué toutes les deux, là, lorsqu'on l'a revue, c'est le lien de New York, New York avec La La Land. Enfin, déjà, jusque dans le titre. Lala, c'est Los Angeles, Los Angeles. Voilà, donc c'est deux titres qui évoquent leur ville en redoublant le nom de la ville. Il y a énormément de rapprochements à faire, c'est très très frappant en revoyant le film après avoir vu La La Land en fait. Déjà dans le fait que c'est deux films tout simplement qui sont des hommages à la comédie musicale hollywoodienne classique.
L'autre rapprochement, c'est que c'est une histoire d'amour entre deux artistes. L'homme, dans les deux cas, est un musicien de jazz. Et la femme, dans La La Land, est une actrice. Et dans New York, New York, est une chanteuse qui devient aussi actrice. Dans La La Land, le personnage masculin est est moins horrible que le personnage de New York, New York, même nettement moins, même si c'est un peu un petit con. En même temps, il mettait la barre assez haut, voilà. Jimmy. Mais il y a toujours cette idée que le couple doit se séparer pour réussir leur carrière, parce qu'ensemble, ils n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes en tant qu'artistes, en fait. D'ailleurs, c'est quelque chose qui avait été formulé assez explicitement par Scorsese sur l'introduction qu'il donne au film dans sa version DVD. Il déclare ainsi « J'aime l'idée de deux personnes créatives qui sont amoureux l'un de l'autre, qui tiennent l'un à l'autre, mais qui, à cause de quelque chose en eux, quelque chose qui a à voir avec leur créativité, ne peuvent pas être ensemble dans leur vie. » Ça, c'est vraiment le sujet de La La Land, hein. C'est que même s'ils veulent être ensemble, à cause de leur art respectif, ils ne peuvent pas. Et ça se retrouve dans les deux fins des deux films qui sont vraiment très proches. Donc les deux fins se passent quelques années après le reste du film. Les deux se retrouvent dans un club. Dans New York, New York, c'est lui qui la regarde chanter elle. Dans La La Land, c'est elle qui le regarde jouer lui. Et à ce moment-là, chacun a fait carrière et a eu du succès de son côté. Et il y aurait peut-être potentiellement une possibilité de se retrouver ou au moins de se reparler un peu, mais dans les deux cas, les protagonistes décident de repartir chacun de leur côté et de ne pas saisir cette possibilité. Et dans les deux cas, dans La La Land comme dans New York, New York, on a à la fin ce fameux numéro hommage pourri qui d'ailleurs cite dans les deux cas, comme tu l'as dit tout à l'heure, Chantons sous la pluie. Enfin, la citation du ballet final de Chantons sous la pluie abonde aussi dans le ballet final de La La Land. Donc vraiment, ça m'a aussi marqué lorsqu'on a revu le film. Je pense que ça a été remarqué largement avant nous, mais on tenait à le dire. Oui, il y a une vidéo intéressante, si vous tapez La La Land New York New York dans Google, il y a une vidéo sur Vimeo d'un type qui a fait des rapprochements comme ça, narratif et visuel, et c'est très pertinent et convaincant. Donc voilà pour ce premier essai sur ce format gros plan. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire quel format vous semble lesquels des formats vous semblent les plus pertinents, percutants, amusants. Donc on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de All That Jazz. Au revoir. À bientôt.